Bienvenue dans Sud Stories, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui font bouger le Sud. Moi, c'est Célia. Moi, c'est Juliane, et ici, pas de clichés, pas de filtres, on parle parcours, business, réussite et parfois coup de gueule made in Sud. Sous le soleil mais loin des apparences, nous sommes heureux de partager notre micro chaque semaine avec toutes celles et ceux qui souhaitent prendre la parole. Sud Stories, c'est la voix du Sud, et ce sont surtout vos histoires. Bonne écoute à tous. Notre invité du jour est un artiste qui a inventé une technique artistique unique au monde avec un outil qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Forestier pendant 20 ans, il avait promis à ses proches qu'il vivrait de son art avant ses 50 ans. Il a tenu sa promesse. Eddy Magnès, l'homme aux 3 milliards de picots. Bienvenue dans Sud Stories. Bonjour et merci pour l'invitation. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui dans notre podcast. Pendant la préparation de cet épisode, donc j'ai regardé beaucoup d'interviews de toi, de tes réseaux, et au-delà de ton bel accent du Sud, tu dégages une sensibilité et une certaine sérénité. Ton art et tout ce qui gravite autour, ton équipe, ton atelier, respire vraiment la good vibes. C'est brillant, c'est pétillant. Et paradoxalement, ça respire aussi la simplicité. Et j'espère qu'on arrivera à comprendre comment tu as construit cet univers tout au long de cet épisode. Ok. Alors, nous sommes aujourd'hui dans ton atelier à Tourette, qui se situe dans le Var. Je regarde autour de moi, on regarde autour de nous, et on voit des gorilles, des poules, des ours, un éléphant, plein de différentes œuvres. J'ai aussi en face de moi un atelier, un petit peu un cabinet de curiosité, où en fait il y a vraiment plein de souvenirs, des croquis, des dessins de ta petite fille qui a gagné un concours de dessin dont tu me citais tout à l'heure. Qu'est-ce que représente ce lieu pour toi ? Alors ce lieu pour moi, c'est un morceau de vie. Et j'aime dans cet endroit que tu as qualifié de cabinet de curiosité, et bien qu'il y ait un peu des choses qui marquent toutes les étapes de ma vie. Et parce que je suis persuadé que quand on crée, quand on a des idées, l'influence, elle est permanente et elle est surtout avec ton environnement. D'accord. Et donc, je trouve que c'est important de marquer les étapes et de se souvenir et puis d'avancer avec ce qu'on a fait. Parce que pour moi, l'art, c'est une œuvre collective. Ça veut dire que les aïeux ont fait un boulot, on a été influencés par nos aïeux, et moi, je continue ce travail de façon collective. Ça, c'est ma vision des choses. Ok. Voilà. En tout cas, ça respire la créativité, en tout cas, ce cabinet de curiosité, comme je l'appelle. Alors, pendant 20 ans, tu as été forestier. C'est vraiment un parcours improbable parce que tu passes vraiment d'un univers très naturel, entouré d'arbres, à en fait des œuvres. Maintenant, aujourd'hui, un artiste avec des œuvres qui finissent à Sceaux, Dubaï, Miami. Qu'est-ce que ces 20 ans dans la forêt t'ont apporté et à quel moment tu t'es dit je change et je veux vivre la vie d'artiste ? Alors, c'est pas tout à fait comme ça parce que je suis artiste depuis mon plus jeune âge. Okay. Depuis les dessins qui sont là en témoignent. Depuis l'âge de 14-15 ans, je dessinais sérieusement. Okay. J'étais vraiment habité par cette activité, plus que par les cours scolaires. Et si tu veux, quand j'étais forestier, j'étais déjà artiste. J'ai toujours eu un temps partiel. Et j'ai toujours créé à côté. Et j'avais ma petite galerie en terre battue sous la maison de village où j'habitais. Et donc, quand je bossais en forêt, eh bien, naturellement, j'ai été influencé par la beauté de la nature, des lumières et des animaux que je rencontrais dans mon travail. Et aussi, c'est un lieu, si tu veux, où tu es pas sollicité. Tu as un esprit qui est libre, tranquille, créatif, qui est libre. Et je crois que ça a beaucoup influencé mon état d'esprit d'aujourd'hui et mon art. C'est top, c'est génial. C'est hyper inspirant en tout cas. Si je me trompe pas, tu avais confié à tes proches que tu vivrais, comme je l'ai dit en introduction, de ton art avant tes 50 ans. C'est quoi en fait quel a été le moment dans ta tête, le déclic ? Est-ce que c'était une conviction profonde ? Est-ce que c'était un défi que tu te lançais pour te dire ok, maintenant en fait c'est bon, j'y vais à fond, je franchis le pas, je passe outre mes peurs, ou
est-ce que c'était aussi une façon pour toi peut-être de sauter, de te forcer à sauter dans le vide? Raconte-nous un petit peu Alors, ce chemin parcouru. c'est peut-être un peu plus terre à terre, Mmh. mais je suis hyper conscient qu'on n'a qu'une vie, Mmh. hein, et qu'on n'a pas de joker Mmh. pour moi. Donc, je me disais, je peux pas passer à côté, euh, vieillir et ne pas vivre de ce que m'apporte l'art et aussi de ce que j'ai envie d'exprimer, mon partage des émotions à travers mes œuvres. Et donc c'était quasiment une nécessité. Ça voulait dire que lorsque j'étais dégagé des obligations familiales Bien sûr. pour les enfants, puisqu'il y en a plusieurs, je me disais quand je serais débarrassé entre guillemets de ces obligations-là, eh ben j'aimerais prendre le risque parce que vivre de son art c'est une grosse prise de risque. Et donc, il y a eu un moment où, ben voilà, c'était le moment, 49 ans, avant les 50 ans, les enfants étaient déjà grands, et allez, il faut y aller, quoi. Donc, c'est comme ça que je me suis jeté dans la bataille, et j'avais envie de vibrer de ça chaque jour. Sans Ouais. regret. Ah non, malheur, sans regret. Et c'est aussi, je pense, une belle leçon que tu transmets à tes enfants aussi, le goût du risque, le goût d'aller au bout de ses rêves. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aussi. L'entrepreneuriat, et surtout, je leur dis quelque chose depuis qu'ils sont petits, qui me semble hyper important, c'est au plus on choisit, au moins on subit. Ouais. Ça veut dire que dans le milieu professionnel, dans nos rapports aux autres tous les jours, il faut choisir au maximum. Donc quand on a des convictions, des idées et quelque chose qui est là-dedans, il faut pas le laisser dormir là, il faut y aller, il faut l'exprimer et le vivre réellement. Ouais, ne pas vivre surtout avec des regrets. Ouais, ça, c'est c'est une des choses les plus importantes. Je suis complètement d'accord. Et du coup, raconte-nous un petit peu l'histoire de ton art un peu plus concrètement. Je crois que l'histoire elle est un peu dingue. Tu me racontais un petit peu d'où te vient en fait cet art, cette technique, merci. Je crois qu'en plus, tu as une bouteille que tu m'avais montrée tout à l'heure. Oui, en photo. Là, ouais. Et effectivement, explique-nous, ça vient, je crois, pour protéger la vaisselle dans les bateaux. Explique-nous un petit peu plus en détail. Alors, il y a à peu près 28 ans de ça. J'étais sur le port de Cannes. Je précise qu'à cette époque-là, je faisais de la peinture. Okay. Beaucoup de tableaux, aquarelles, l'acrylique, de l'huile. Je suis passé un peu par toutes les étapes que les artistes explorent. Et je suis un grand bricoleur. J'aime beaucoup bricoler aussi. Donc ça c'est pour situer le contexte. J'étais sur le port de Cannes, je regardais les bateaux. Et il m'est venu une question. Je me suis dit, comment ils font sur les bateaux pour avoir une belle vaisselle, pour avoir des objets de déco, des œuvres d'art, et comment ils font pour que ça s'abîme pas en cas de mauvaise mer. Et là, je me suis dit, il y a un truc à faire. Ouais. Donc là, sur l'instant, j'ai pas eu tout à fait la réponse, mais je me suis dit, il y a un truc à faire. Et donc là-dessus, je prends la voiture, je remonte dans mon atelier, et en route, je me dis, mais si je prends un objet en verre et que je mets du silicone dessus, normalement, ça devrait le protéger des chocs. Alors une fois arrivé à mon atelier, j'ai pris une bouteille en verre, j'ai fait des picots de silicone, un peu moins sexy et moins joli que ce que je fais aujourd'hui, parce qu'il y a un peu d'expérience. Et le lendemain, quand ça a séché, j'ai pris la bouteille et je l'ai faite tomber de mon établi. Et bingo, je venais de trouver un truc, une idée, et qui me disait, si tu mets des points de silicone sur les objets que tu trouves à l'intérieur des bateaux, quand il y a la mauvaise mer, si ça se télescope ou si ça tombe, ça casse pas. Et donc je me suis engouffré dans cette idée. Et voilà, c'est parti d'une idée pratique que j'ai transformée avec les années après en œuvre d'art. Parce qu'au départ, je faisais des bouteilles pour la table. Après, j'ai fait des gros cendriers pour fumer le cigare. Et là, j'ai eu l'idée de mettre des cristaux Swarovski pour tenir le cigare sur le cendrier, ce qui a rendu un peu plus artistique, un peu plus chic, surtout. Et puis après, j'ai décliné avec mes premiers poissons que j'ai modelés en argile, en autodidacte, tout ça. Okay. Et puis après, c'est parti sur tous les animaux, marins, terrestres, etc. Ok, et justement, je voulais revenir sur ce sujet. Tout ce qu'on voit dans ton atelier, il n'y a que des animaux. Pour nos auditeurs, il y a des gorilles, il y a des poulpes, des tout petits poulpes qui sont magnifiques avec des superbes couleurs.
des lions, des méduses, des chevaux. Il n'y a jamais de portrait humain, jamais de paysage. Est-ce que c'est une règle que tu t'es fixée ou c'est quelque chose de plus profond? Est-ce que vraiment il y a quelque chose derrière qui fait qu'il y a que les animaux, surtout exotiques ou de la mer, qui t'attirent ou est-ce que... Alors, je pense que c'est aussi, ça fait partie aussi du chemin. Ouais, Quand je dessinais et que j'étais beaucoup plus jeune, je faisais beaucoup de personnages. d'accord. Je faisais pas mal de BD. Et après, dans la tranche, on va dire 20, 20 ans, 25 ans, 28 ans, je faisais beaucoup de paysages. Donc je Ah peignais ouais. les paysages en plein air, les villages, j'adorais peindre les villages, les maisons. Voilà. Et ensuite, quand j'ai basculé dans la sculpture, j'ai été plus attiré par le monde animalier, mais je pense aussi que c'était l'influence de ma vie de Bien forestier. sûr, Puisque quand on est forestier, on vit avec les la animaux nature, en forêt, bien sûr. en milieu naturel. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Et ça a été accentué par cette technique que j'ai mis au point, parce qu'avec cette technique, si tu veux, j'arrive à donner des lignes d'expression et vie à chaque animal que je Oui, travaille. oui. Tu vois? C'est vrai qu'on a cette Oui, impression de mouvement un petit oui, peu c'est ça. dans ces... Ben, c'est ce que je dis toujours. En fait, il y a un mouvement décroissant Ok, et croissant. Tu ouais, pars du petit, tu fais du moyen, du gros. Donc, il y a un effet ouais, visuel c'est vrai. et je crée des lignes d'expression avec cette technique qui est unique. Ouais, Et l'animal s'y prête vraiment bien. Et aussi, un peu plus philosophiquement, au plus je vieillis, au plus la compagnie des animaux me plaît, m'attire. ok, Voilà. intéressant. Puisque je fais souvent un rapport avec l'humain qui peut être souvent décevant. Voilà. C'est pas faux. Ah, Et du coup, pour revenir à ce travail dont tu ouais. expliquais, les tout petits picots, voilà, Hmm, en fait, on vous a vu un petit peu travailler tout à ouais. l'heure, toi et ton équipe, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très fascinant en fait à vous regarder travailler. La maîtrise, il faut maîtriser la respiration, le geste à main levée, parce qu'il faut Hmm, préciser qu'il n'y a pas de tracé, non. il n'y a rien, c'est vraiment à main levée. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, nous faire vivre ça? Comment on construit une œuvre en fait de A à Z? Tu m'expliquais d'abord, il y a le moule, vous recevez Hmm, un hmm, moule hmm, tout hmm. fait. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en détail Alors, comment ça se passe? au départ, je dessine mes pièces. Ensuite, je travaille avec un gars avec qui on modélise tout ça Ouais, sur ordinateur? sur Ok. ordinateur. Ou parfois c'est une idée, même avant le dessin, j'ai une idée, je dis oh putain là il faut qu'on l'attaque de Ok. suite. Je suis très impatient dans la création. Ok. Et quand on a sorti un modèle 3D qui me convient, soit on sort juste un proto pour fabriquer un moule, ou alors il y a des pièces qui sont en céramique. Là c'est modelé directement en argile. Je fais encore mes petites modifs. Hmm. Ensuite on fabrique un moule. On fait tirer les pièces. Je travaille avec 3 mouleurs, un à Valence, un à Nice et un à Carrosse. Et lorsque donc je commande une pièce, donc il me sort une pièce du moule, elles arrivent à notre atelier, on la contrôle. J'ai un peintre qui est basé juste à côté, à 1 kilomètre de l'atelier, elle aime la déco, qui s'occupe de me faire toutes les teintes sur demande, Ok. vraiment, hein, pailleté, non pailleté, une teinte spéciale. Donc lui, il fait la peinture, on récupère la pièce, on refait un contrôle, parce qu'on est très exigeant sur la qualité Bien sûr. des œuvres. Vraiment, on essaye de gommer toutes les imperfections qu'on pourrait Bien trouver. sûr. Et quand la pièce est peinte, eh bien, on pose les cristaux Swarovski, pareil, sans tracer, Ouais. d'instinct. Moi, j'apprends à chaque fois que j'ai une nouvelle personne à l'atelier, parce que nous sommes 9 à l'atelier. Donc, je leur apprends ce que je sais faire et comment je le fais. Et je leur apprends à regarder avec mon œil. Donc, on pose les cristaux, comme ça, main levée. Je précise, par exemple, sur un poulpe de 2 mètres, il y en a 62 Ah ouais. 000 cristaux Swarovski. C'est Quand énorme. les cristaux sont posés, ensuite, au pistolet à silicone, le même pistolet qu'on utilise pour faire les joints de cuisine ou de salle de bain, je pose le silicone sur les œuvres d'instinct et le mouvement dépend de ma respiration et mon geste, la pression de la main, elle est intimement liée à la façon dont je respire. Et pour faire des tout petits picots sur une tête de lion, sur une tête de gorille, Et comme on ouais. peut le voir, je bloque la respiration et c'est en apnée. C'est-à-dire que pour pas que le pistolet bouge, D'accord. quand j'aligne une dizaine de picots, je bloque, Ah ouais. tac tac,
comme un tireur d'élite, pareil. Ouais. Et je bloque l'inspiration. Et hop, je suis très précis. Et je travaille comme ça. Et puis, comme je l'ai dit, j'ai pas de plan. Si je veux commencer par l'arrière, par l'avant, ça dépend comment je suis luné ou Ok. comment je sens les choses. Voilà, c'est la difficulté pour pouvoir transmettre justement cette technique. C'est qu'on n'a pas un plan précis en disant, voilà, tu fais ça et tu fais ça. Non, il y a une grosse part qui vient comme ça, naturellement, d'instinct, spontanément. Ouais. Voilà. Ok. Et du coup, j'imagine que ça demande un peu d'entraînement, parce que au Oui. début, voilà. Oui, bien sûr. Lorsque je fais une première pièce, c'est toujours d'un côté le plus simple parce que c'est vierge, alors j'y vais à fond, mais aussi le plus compliqué parce qu'après il faut se dire que je vais en refaire un. Et le deuxième est toujours plus compliqué que le premier. Ok. Parce que le premier est fait d'instinct à 100%, comme ça, et puis on regarde l'instinct, on dit waouh, c'est super, ça jette. Et puis quand il y a le deuxième, on dit, oh, putain, il faut que je fasse aussi bien que le premier. Et comme il n'y a pas de plan, c'est ça, c'est là où toujours c'est pareil. compliqué. On se dit toujours qu'on veut refaire, mais des fois la première, c'est toujours la meilleure, donc c'est toujours compliqué. Voilà. C'est un petit peu comme ça que ça se déroule. Bah, c'est fascinant, vraiment. Quelle est l'œuvre dont tu es le plus fier aujourd'hui? L'œuvre que je suis le plus fier, je pense que c'est techniquement, c'est le poulpe. Parce que c'est le plus complexe. Parle-nous de ce c'est le plus complexe, c'est le plus compliqué à travailler. De A à Z, fabriquer le moule du poulpe de 2 mètres. Le gars, il s'est arraché les cheveux pour fabriquer le moule, qui est en 3 parties. Et il est fabriqué à Nice, chez Apogee. Et donc, lui, techniquement, c'est très compliqué. Le peintre a énormément de mal à le peindre aussi. C'est très technique parce que quand tu pulvérises, il y a les tentacules de derrière qui prennent du jet, etc. Oui, il y a beaucoup de détails. C'est très difficile à peindre. Et derrière ça, pour nous, c'est difficile à travailler aussi. Donc techniquement, c'est la pièce la plus complexe. Et donc je suis assez fier de cette pièce parce que c'est une multitude de défis. Et donc, oui, on est assez fiers de cette œuvre. Voilà. Et combien de temps ça vous a nécessité de travail? Pour un poulpe? Pour le gros poulpe, Le plus gros poulpe, c'est à peu près 1 mois et demi de boulot. Voilà. Et souvent, on est 2 dessus. Poser les cristaux, les 62 000, même 3 personnes se mettent dessus pour poser, parce que là, c'est très très long. C'est énorme. Toutes nos œuvres sont hyper chronophages, mais celle-là, c'est le plus. Voilà. Est-ce qu'on peut te demander combien coûte une œuvre comme ça? Ou c'est secret? Non, de toute façon, c'est en vente dans le monde entier. Donc, on peut mais ça varie. Un poulpe comme ça, qui est une des plus chères, ça démarre à 240 000 €. D'accord. Et ça peut aller jusqu'à 280, voire un peu plus. Ça dépend. Par exemple, là, je vais en faire un sur mesure qui est tout en feuilles d'or. Qui on va modifier les tentacules. Bon, ben celui-là, il sera un peu plus cher que celui qui est entre guillemets standard qu'on fait habituellement. Voilà. C'est un petit prix, mais bon, c'est à la hauteur de la complexité du travail. Oui, c'est complexe, c'est un travail unique, c'est une technique qui est pour l'instant unique au monde. Voilà, et il y a une cote et puis il y a une rareté, puisque nous, on ne peut pas sortir un poulpe par mois, puisque déjà on met un peu plus d'un mois pour en faire un, et il y a les autres œuvres. Donc ça reste assez rare, un poulpe, quand on en sort 2 dans l'année. Voilà, on n'inondera jamais le marché de. Bien sûr, mais c'est pour ça que c'est ça qui fait aussi son prix et sa beauté aussi. Et il me semble que tu avais dit, si je crois que tu avais dit une fois dans une de tes interviews, parce que je trouve ça bien en fait les références que tu fais aussi à l'animal, le poulpe, c'est aussi complexe qu'est l'animal. Oui, en fait le travail du poulpe est aussi complexe que l'animal en lui-même. Le poulpe, il a une intelligence extraordinaire et il se sort de toutes les situations. Et nous, il a été un défi pour nous à la hauteur de ce qu'il est. De ce qu'il est dans la nature. C'est encore fascinant. Tes œuvres, du coup, aujourd'hui, sont dans toutes les galeries, enfin beaucoup de galeries dans le monde, Aspen, Soho, les États-Unis, Londres, des destinations qui font rêver. Comment un artiste de Tourette, dans le Var, un petit village
comment tu as fait pour te construire ce réseau-là? Et comment, en fait, tu fais pour vendre tes œuvres à travers le monde? Explique-nous un petit peu. Moi, je connais pas du tout le milieu de l'art, comment ça fonctionne. Donc, comment, en fait, tu t'es fait une place? Comment tu vends tes œuvres aujourd'hui? Explique-nous un petit peu ce parcours. Alors, c'est un parcours, justement. Ouais. C'est pas quelque chose qui se fait clac Ouais. comme ça. Puisque si tu te souviens au début de l'interview, je te disais j'ai fait des objets déco Bien sûr. au Ouais. départ, les bouteilles, des Ouais. cendriers, des petits poissons, des chouettes, des soies à champagne, etc. Et si tu veux, c'est un parcours, c'est un chemin de travail, parce qu'il y a énormément de boulot, hein, enfin, on s'en doute. Mais c'est pareil pour tous les artistes. Il y a beaucoup de travail derrière. Et donc, eh ben, tu passes t'as pu faire un marché à Mougins il y a 30 ans où je montrais mes bouteilles. Puis après le marché, j'ai fait un salon. Puis après le salon, j'ai fait des boutiques déco, entre guillemets, un peu luxe. Puis après les boutiques déco un peu luxe, un jour, un gars qui s'appelle Philippe Anotio, qui avait une galerie à Rodez, eh bien, a misé sur moi. Et il a dit, voilà, j'aimerais bien avoir vos œuvres et les mettre en galerie d'art. D'accord. Donc là, j'ai passé un pas, tu vois. Tu passes. Là. Ouais. Et donc, j'ai mis mon premier gorille chez lui, premier ours, un peu des pièces un peu plus grosses, tu vois. Et ça a été un succès assez rapide. Et puis après ça, bien après Philippe, je suis passé dans les galeries Saint-Martin, qui sont déjà assez importantes en France. Après, ça a été le groupe Bel Air Fine Art en Europe. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer les responsables de la Galerie Eden, qui sont dans une dizaine de pays dans le monde et qui me vendent à l'international. Ouais. Et tu vois, ça a été un chemin. Et si tu veux, c'est pas toujours un chemin non plus contrôlé. C'est des opportunités, c'est des rencontres qui font que. Bien sûr. C'est la beauté de la vie. Même si je crois pas trop à la chance, parce que c'est surtout le résultat de ce qu'on fait. Bien sûr. Puisque si on va vers les choses, ben les choses nous arrivent. Si on reste en retrait, il n'y a pas grand-chose qui nous arrive à part la pluie quand elle tombe. Mais non, mais c'est vrai. Et donc tout ça, c'est un chemin. Et ensuite, bien sûr, c'est renforcé par le travail des réseaux sociaux. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Il y a 20 ans, quand j'ai voulu montrer mes premières créations dans des boutiques en Italie, ben, tu mettais ça dans un carton. Ce carton, tu le mettais dans la voiture. Et puis tu allais en Italie, puis tu faisais le tour de 2-3 boutiques et tu montrais ce que tu faisais, puis tu rentrais chez toi. Et puis tu attendais après qu'on t'appelle, etc. Aujourd'hui, tu fais 2-3 selfies, des photos, une interview, tu es sur TikTok, tu es sur Instagram, tu es sur Facebook, et à l'autre bout du monde, on voit ton travail. Et ça, pour un artiste, c'est quand même chouette. Ouais. C'est un gain de temps et de visibilité qui est énorme. Ça met beaucoup plus de chance de ton côté pour montrer ton travail. Bien sûr. Et ça, c'est une mine, c'est extraordinaire. Et quand on voit le nombre d'artistes qu'il y a sur les réseaux, tu te dis, mais c'est incroyable, tous les gens qui créent partout dans leur coin. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, c'est vrai que les réseaux sociaux ont vraiment permis de mettre en lumière plein d'artistes ou même des personnes qui ne sont pas artistes de base mais qui veulent montrer quelque chose de leur passion. Ça, c'est vraiment incroyable. Puis, je ne parle pas que du côté business. C'est-à-dire que les réseaux permettent de rencontrer d'autres artistes, de rencontrer les gens que je préfère, c'est les curieux. Et cela pose beaucoup de questions. Et tu fais des belles rencontres que tu n'aurais jamais pu. Comment j'aurais pu rencontrer ces personnes-là? Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment la beauté des réseaux. D'ailleurs, j'ai rencontré ma femme sur les réseaux, tu vois. Mais non, c'est pas vrai. Non. Si. Donc, je trouve ça, génial. C'est extraordinaire. Merci pour tes réponses, Eddy. On va passer au Fire Question. Est-ce que tu connais le concept? Non. L'idée, c'est que ça aille vite et que tu répondes par instinct. D'accord. Pas de filet. Ok. Let's go. Allez, on se jette. Allez. Vas-y. Première question. Pistolet à silicone ou pinceau? Pistolet à silicone. Pour toujours? Non. La vie est pleine de surprises et rien n'est figé. Exactement. L'art, c'est fait pour être touché ou regardé? Alors, dans mon cas, c'est les deux. Mais comme disait Magritte, au sujet de la sculpture, il est interdit de ne pas toucher. Parce que mon art se prête très bien au toucher. Absolument. Très bonne réponse. Un artiste qui t'a changé la vie, un seul? Nicolas de Staël.
Ok. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur lui? Sa vie, son parcours fulgurant, Ok. qui ressemble un peu aussi à celui de Van Gogh, la façon dont ça s'est terminé. Ok. Mais des gens pleins d'émotions et qui vibrent pour beaucoup de choses. Voilà, Quelle c'est nationalité? russe. Russe. Ok. Ensuite, l'art contemporain, accessible à tous ou réservé à une élite? Alors pour moi, accessible à tous, parce que ça dépend du regard de chacun. Bien Et sûr. ça dépend de ce qu'on cherche, et on ne cherche pas tous la même chose. Absolument. Mais en tout cas, tout le monde peut regarder. Absolument. Hein. Ok, j'enchaîne. L'animal que tu n'as pas encore sculpté et qui te hante? Alors, je vais répondre à côté, parce que c'est pas un animal, Ah. mais j'ai un projet qui me hante depuis facilement 3-4 ans, Ok. et que je travaille en coulisses dans le coin de ma tête, Mhm. et qui n'est pas abouti. J'arrive pas Ok. parce que techniquement, c'est chiadé, c'est vraiment compliqué. Ok. Mais ça me hante, parce que je ne me vois pas ne pas le faire. Ok. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Non. Ah, eh ben, ce sera la surprise. Restez branchés alors. La commande la plus folle qu'on t'ait jamais passée? Il y en a deux. Il y a un gorille énorme de 3 mètres personnalisé, Ok. avec quelque chose de bien précis dessus, qui a été un truc de fou à faire. Mhm. Et là, dans les mois qui arrivent, un poulpe sur mesure Ok. pour un endroit précis et tout en feuille d'or. Donc ça, on l'a jamais fait. Ok. Voilà. En feuille d'or, et Ouais. impressionnant en effet. Ouais. Y a-t-il une œuvre que tu aurais complètement ratée? Un test peut-être que tu as essayé de faire sur un animal, ça n'a pas fonctionné, je sais pas. Après, tu peux aussi tout réussir, hein. Alors, tout réussir pour moi, mais Mhm. ce que j'ai loupé m'a toujours fait sourire. Ok. Donc, m'a toujours apporté quelque chose. Mhm. Donc, raté pour le commerce, le business, oui, Ouais. mais émotionnellement, réussi. Très bien. Ouais. Quelqu'un t'a déjà dit c'est pas de l'art? Si oui, qu'est-ce que tu lui aurais répondu? Bien qu'il me donne sa définition de l'art, Mhm. et parce que chacun voit ce qu'il veut où il veut. J'aime bien dire, par exemple, que la beauté dépend du regard, mais le regard dépend de la beauté intérieure. Donc on voit les choses tous différemment, hein, c'est très subjectif. Alors. Très vrai. Mm. Pour créer, plutôt matin ou soir? Matin, Plutôt du je suis un matin. kangourou le matin. Ok. Un gorille ou un poulpe, lequel te ressemble le plus? Ah, je crois que je suis un bon mix des deux. Hein. C'est une très bonne réponse. Ok. La forêt ou la mer? Où est-ce que tu Forêt, te sens le mieux? la forêt. Forêt direct. Ouais. Ok. Et si tu devais expliquer l'art en 3 mots? Waouh. Euh, Émotion, idée, technique. Très bien. Ok. Bon, bah parfait. Tu as passé l'épreuve des Fire Questions sans aucun problème. Merci. On va enchaîner sur la partie vivre et créer dans le Var, plus Mhm. orienté sur le sud. Ouais. Donc toi, tu es né à Grasse, tu as travaillé Oui. dans les forêts du sud, ton Mhm. atelier est ici à Tourette, un village du Var qui est perché à 27 km de ta ville natale, avec 9 ateliers d'artistes sur la commune. Est-ce que c'est un choix de rester ici ou c'est simplement la vie qui t'a amené à rester dans le coin? Alors, le sud, c'est quelque chose c'est une nécessité Mhm. en tant que sudiste. Bien sûr. Après, ici, dans le Var, c'est un peu les événements de la vie, les événements familiaux qui ont fait que. Mhm. Euh, mais j'aime beaucoup cette partie du Var un peu sauvage. Mhm. Mais malgré tout, ce sont un peu les événements qui ont fait que je sois dans le Var aujourd'hui. Ok, donc Le un peu cours les de la deux vie. éléments, quoi, finalement. Ouais. Très bien. Soyons honnêtes, est-ce qu'il y a des choses qui sont compliquées quand on crée et qu'on essaye de vivre de son art en étant dans le sud? Je parle par rapport au centralisme parisien la plupart du temps. Est-ce que toi, ça a été un frein ou pas du tout? Alors, je me suis jamais posé la question. Ok. Et j'ai jamais pressenti et ressenti de blocage par rapport à ça. Je pense que ça a dû être vrai à une certaine époque et pour un certain art, comme le cinéma, la musique. Bien sûr. Mais franchement, Ça t'a jamais empêché de trouver des galeristes aux quatre coins du monde et encore plus avec les réseaux, comme non, tu parce que j'ai disais. jamais pensé qu'il fallait être à Paris pour réussir quelque chose. Exactement. Voilà. Ça, c'est hyper important pour nos auditeurs, justement, puisque en fait, tout le monde a tendance à croire qu'il faut absolument être à Paris. Alors, Ah pour non. bosser dans la mode, le cinéma, peut-être, Ouais. mais pour tout le reste, en fait. Non, et je vais te dire même, j'ai toujours eu un petit rêve, le rêve d'être à la campagne, de créer, de vivre de mon art et de l'envoyer partout. Rêve Et réussi. là, on est dans un village, tu vois, une campagne du Var, et c'est un peu ce qui se passe. C'est génial, bah, Voilà. c'est très positif.
Et alors, tout à l'heure, je rebondis sur les questions de Célia. Tu disais que toute ton équipe et que tout ton travail est 100% sudiste. Oui, Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus au-delà du 100% Made in France? C'est oui. même Made in Sud, quoi. Oui, oui, quasiment, parce que on bosse avec un mouleur qui est à Valence, on bosse avec une mouleuse qui est à Nice, et je Mhm. bosse avec un mouleur qui est à Carrosse. Mhm. Le gars avec qui je fais de la modélisation, c'est à Nice. Ok. Le peintre est ici au village. La personne qui nous fait les capitons pour tous les tableaux se trouve à Fayence, au village. Mhm. Les encadrements sont faits par une société à Puget-sur-Argent, dans le Var. 100% Sud, C'est 100% sud, à part les cristaux Swarovski qui viennent d'Autriche évidemment. forcément. Mais autrement, c'est vrai qu'il y a une grande concentration d'intervenants et d'artisans qui sont des locaux. Mhm. Et on a toujours mis un point d'honneur à essayer de créer de l'œuvre française, Made in France. Et d'ailleurs, je déplore un peu que l'État pourrait faire un geste d'ailleurs Bien sûr, à ceux qui s'emploient à faire travailler bien sûr. les entreprises françaises, les artisans français, et le mettre un peu plus en valeur et en lumière. Bien sûr, on Je pourrait crois imaginer que une certification d'artistes 100% français et oui, même pourquoi pas aussi des réductions pour les acheteurs français ouais, qui achètent français, ouais puisqu'après tout, aussi, ça pourrait être intéressant pour ben, les bien sûr. acheteurs. Je crois que ça serait une belle chose. Ça serait effectivement Voilà. super. J'allais enchaîner par la question à l'inverse. Qu'est-ce que le Sud t'a ouvert comme porte et que tu n'aurais peut-être pas trouvé à Paris? Mais en fait, tu y as déjà un peu répondu. Finalement, c'est aussi les artisans locaux. Ouais, mais pas que. Pas que, La base de tout ça, c'est quand même le ciel et la lumière. clairement. C'est-à-dire il y a qu'ici où tu as cette luminosité Absolument. qui est entre la Méditerranée et la petite montagne Mhm. et les Alpes. Et donc, il y a une lumière qui est extraordinaire, C'est clair. un ciel bleu 300 jours par an. Et ça peut être que bénéfique pour un C'est sûr. artiste. Enfin, pour moi, c'est hyper important. Et même si on n'est pas artiste, moi le premier, je vis à Ouais, Lyon, mon moral a bien changé ouais. depuis que je suis ici, clairement. Ok, j'enchaîne avec la signature du podcast, la question signature du podcast. Est-ce qu'il y a un cliché sur le Sud qui t'énerve et que tu aimerais faire tomber aujourd'hui? Le cliché du bling bling, Mhm. parce qu'il a été mis en lumière pour faire venir les gens dans le sud pour les grands événements, alors que dans les campagnes, ou même juste si on sort en périphérie des grandes villes les plus connues, comme Niscan, Saint-Tropez, etc., Mhm. il y a une vie artistique Bien sûr. et d'artisanat en tout genre Mhm. qui est très forte. Et qu'on ne Et, soupçonne pas forcément, et bien oui, sûr. et qu'on ne connaît pas bien, dont on n'entend pas bien parler. Et oui, ça, c'est quelque chose qui mérite un peu d'être mis aussi plus en lumière. Et c'est vrai qu'il m'énerve un peu parce que c'est comme la capitale. Tout se passe pas à Cannes et tout se passe pas à Nice. Et ni à Monaco. Et ni à Il y en a Monaco. entre deux qui sont très Ouais, voilà, intéressants. c'est ça. Ok. Et enfin, dernière question avant une petite question bonus. Le forestier qui est en toi doit connaître les meilleurs coins à Morille de la région. Est-ce que tu accepterais de nous en partager un ou deux? Alors, c'est mon champignon préféré. Bon, C'est ce que je préfère cueillir. je suis bien tombé. Et vous allez dans le Haut-Pays grassois, ou même un peu sur une montagne qui s'appelle le Lachens, par exemple. Ok. Et là, oui, il y a des morilles. Eh bien, j'ai Voilà. quelques auditeurs qui vont être très heureux de cette réponse. Et Je vais enfin, me faire des ennemis, hein, parce que... oui, normalement, on ne donne pas les coins, mais bon. Et enfin, dernière question. Est-ce que tu accepterais, dans le cadre d'un jeu concours pour le podcast, de faire gagner soit une Oui, petite œuvre, soit peut-être un goodies ou quoi que ce soit? Est-ce que oui, c'est quelque chose que tu pourrais oui, faire? oui, c'est quelque chose qu'on peut Eh faire ben, avec grand et plaisir. qu'on Donc, fera avec plaisir. super. Eh bien, pour tous les auditeurs, vous pourrez nous retrouver sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux pour tenter votre chance et gagner une pièce dédiée. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sud Stories. Si cet échange vous a plu, abonnez-vous, laissez un avis et surtout parlez-en autour de vous. Pour celles et ceux qui souhaitent partager leurs expériences dans ce podcast, n'hésitez pas à nous contacter en DM sur nos réseaux @sud.stories. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode 100% Sud.